Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur de votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 20 avril 2026 et avant de commencer, je voulais, chères auditrices et chers auditeurs, m'excuser de ne pas avoir fait les épisodes ces derniers jours. J'étais en déplacement dans le sud et surtout sans la possibilité d'enregistrer ces derniers moments. À vrai dire, je suis en plein travaux et j'avais pas d'électricité dans la maison, donc il a fallu que je fasse 2-3 manips et là ce soir j'ai tout récupéré. Donc ça devrait aller un peu mieux pour cette semaine et la semaine prochaine ça sera bien carré. Alors au programme de ce Flash Info, la Darktrace expose Xion Siphon, un malware OT politiquement motivé ciblant les systèmes de traitement et de désalinisation de l'eau en Israël, avec une logique de sabotage visant les dosages de chlore et les pressions hydrauliques. MZLA, technologie filiale de la Mozilla Foundation, lance Thunderbolt, une IA client open source et self-hostable, c'est-à-dire on-premise, intégrant nativement le framework Haystack de DeepSet pour bâtir un stack d'IA souverain. Le CERT ukrainien documente l'intensification des campagnes du cluster UAC de 4.7 contre les hôpitaux et collectivités locales ukrainiennes avec un arsenal complet mêlant Ravenshell, Aginfly, Sinantloop, Ligolo-NG, Chaisel et RustScan. La CISA ajoute la CVE 2026 34197 à son catalogue Kev, une faille critique d'Apache ActiveMQ classique exploitée via l'API Jolokia, dormante depuis 13 ans selon Horizon 3 AI. Microsoft retire une mise à jour de service provoquant des launch failures sur le client desktop Teams et publie en parallèle des correctifs out of band pour corriger un restart loop sur les domaines contrôleurs Windows Server causés par des crashs LSASS post KB 508 2063. Xavier Martins revient sur l'Internet Storm Center du sens sur l'usage du score EPSS pour prioriser le triage des vulnérabilités face au flot quotidien de CVE. Waouh! Et c'est parti! D'après un rapport publié par Darktrace, un nouveau malware baptisé Xion Siphon a été identifié, conçu spécifiquement pour cibler les systèmes de traitement et de désalinisation de l'eau en Israël. L'échantillon repéré initialement sur VirusTotal le 29 juin 2025 combine un privilège d'escalade persistante avec une clé de registre System Health Check, une propagation par USB sous le faux processus svc host.exe et un scanning ICS sur le subnet local, visant les protocoles Modbus sur port 502, DNP3 sur le port 20000 et le S7com sur le port 102. La logique de ciblage comporte deux vérifications, une validation d'adresse IP sur des plages IPv4 israéliennes codées en dur et une fonction ISDAM désalinisation plant entre parenthèses qui recherche des processus comme Desal PLC, Chlorine Controller ou Reverse Osmosis. La target list inclut notamment Mekorot, les usines de désalinisation de Sorek, Hadera, Ashod, Palmachim et la station de Shafton. La payload vise la manipulation de dosage de chlore et des pressions hydrauliques. Et Darktrace précise que l'échantillon est non fonctionnel à cause d'une incohérence de clé XOR dans East Target Country, déclenchant systématiquement la routine self-destruct. Des chaînes base 64 décodées contiennent des messages politiques signés 0xICS. Alors j'ai retenu cet article qui n'est pas de la cybersécurité, mais c'est MZLA Technology Corporation, filiale de la Mozilla Foundation, qui a annoncé le 16 avril 2026 le lancement de Thunderbolt, un client IA open source et on-premise destiné aux entreprises. D'après le communiqué publié par MZLA, le produit vise à offrir une alternative souveraine aux services d'IA propriétaires avec une pleine maîtrise des données, des modèles et de l'infrastructure inclus. Thunderbolt repose sur une intégration native avec Haystack, le framework open source d'orchestration d'agents et de RAG développé par la société berlinoise DeepSet. L'architecture couvre deux couches, l'interface utilisateur côté client et la couche d'infrastructure assurant le build et le run des agents et applications RAG en cloud ou en full self-hosted. C'est au choix. Le client supporte le modèle Context Protocol et l'agent client protocole qui vont accepter des modèles commerciaux, open source ou locaux et propose du end-to-end encryption en option ainsi que des contrôles d'accès au niveau de device. Des applications natives sont prévues pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Le code source est publié sur GitHub.
L'accès se fait via une waitlist, donc on est sur liste d'attente, et sur thunderbolt.io. Et MZLA positionne le produit sur des déploiements en entreprise et secteur public. Alors j'ai été regarder sur le GitHub, c'est vraiment une super bonne idée. S'ils vont jusqu'au bout du raisonnement, ça va être assez sympa. Concrètement, vous allez pouvoir, en tant qu'équipe de réponse à incident, ou même en tant que pentester ou CISO, vous allez avoir votre agent IA on-premise et vous allez choisir les RAG, donc en fin de compte, les modèles que vous allez utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir une puissance de calcul de plusieurs milliards de données. Et c'est vraiment une vraie avancée, parce qu'on sait que Mozilla, de ce côté-là, ils vont être très soucieux de la privacy. C'est pas mal, c'est à voir, ça se met pas en prod. Non, mais je préfère être précis, parce que je vois des fous furieux qui vont dire Radio Cesseur l'a dit, on va le mettre en prod. Non, on le met pas en prod, on le teste. Pour le moment, et c'est bien écrit, si vous lisez correctement le GitHub jusqu'au bout, vous allez voir, c'est pas fait pour des environnements de prod. Par contre, ça va vous donner des scénarios, des demandes de budget. Bah oui, il faut quand même un peu de pognon dans l'histoire. Et pour 2027, voire pour la moitié 2026, vous allez avoir un game changer local là, qui va vous éviter d'utiliser un Gemini, un Claude, un ChatGPT ou toute saloperie connectée sur le net, quoi. Pardon, tout outil qui vous permet de travailler avec un certain niveau de discrétion. Revenons à la cybersécurité, et d'après une publication du CERT ukrainien, un cluster d'activités identifié sous la référence UAC 247 intensifie depuis mars et avril 2026 ses campagnes contre les collectivités locales et les hôpitaux publics ukrainiens, notamment les cliniques et services d'urgence. L'Initial Access repose sur du phishing autour de propositions d'aide humanitaire, avec parfois une page leurre générée par IA ou l'abus d'un site légitime vulnérable au XSS. La chaîne d'infection passe par un lien LNK déclenchant un mshta.exe, c'est du classique, ça marche hyper bien. Et puis un HTA qui va charger un exe via un scheduled task, lequel injecte un shellcode dans le runtime broker.exe. Les campagnes récentes utilisent un loader en 2 étapes, avec un format exécutable propriétaire, suivi d'un Raven Shell, chiffrant son trafic via du XOR 9 octets ou du RAT Agingfly en C#, communiquant en WebSocket chiffré AES-CBC, avec un handler de commande compilé dynamiquement depuis le C2. On a un script PowerShell Sync-Loop qui récupère l'adresse du C2 sur Telegram. Ouais, déjà, c'est le truc sur Telegram, c'est le truc totalement has-been aujourd'hui, mais qui est encore utilisé. Pour le latéral mouvement, des opérateurs emploient le Rust Scan, le Ligolo NG, le Shizel, et exploitent Chrome Elevator et Zapidesk pour l'exfiltration de credentials. Le CERT ukrainien signale également le ciblage d'opérateurs FPV via un faux update du logiciel Bashu, diffusé sur Signal exploitant une DLL sideloading pour déployer Agingfly, c'est A-G-I-N-G Fly. Bref, hyper intéressant, il y a des IOC. Je vais voir si j'ai le temps de vous préparer un article demain sur le sujet, je voudrais creuser un petit peu plus. C'est le bon niveau, le CERT ukrainien. Ça ne serait pas un épisode de Radio Cesseur si on ne parlait pas de la CISA. Elle a ajouté le 16 avril déjà, donc on est à 4 jours, quand même là on fait du réchauffé. On a une nouvelle entrée à son catalogue Kev, la CVE 2026 34197. C'est une faille critique qui affecte Apache ActiveMQ classique avec un score CVSS de 8.8. Donc c'est du critical, on n'est pas encore dans ce que j'appelle le feu, mais d'après la CISA, la vulnérabilité est activement exploitée dans la nature. Et les agences fédérales doivent appliquer les correctifs avant le 30 avril. Donc, ce n'est pas une ou deux agences. Quand on est aussi pressé, généralement, c'est qu'il y a le feu. Et selon l'analyse publiée par Horizon3.ai, il s'agit d'une faille d'improper input validation conduisant à une code injection via l'API Jolokia d'ActiveMQ. Un attaquant peut forcer le broker à charger un fichier de configuration distant et exécuter des commandes arbitraires au niveau du système d'exploitation. Naven Sunkavili de Horizon 3AI précise que la faille était du hiding in plain sight depuis 13 ans. Et sur les versions 6.0 à 6.1.1, la combinaison avec la CVE 2024-32114, qui expose l'API de Jolokia sans authentification, va transformer la faille en une Unauthenticated RCE, et les versions concernées sont ActiveMQ Broker et ActiveMQ antérieure à la 5.19.4, ainsi que les branches 6.0 à la 6.2.3. Bien entendu, les correctifs sont disponibles dans les versions 5.19.4 et 6.2.3. Bref, vous l'aurez compris. On patch.
Alors d'après un article de Blipping Computer, Microsoft a retiré une mise à jour de service empêchant certains utilisateurs de lancer le client desktop Microsoft Teams. L'incident, traqué sous la référence TM 128.330.0, bloquait les utilisateurs sur l'écran de chargement avec le message d'erreur We are having trouble loading your message. Try refreshing. Bon, bref, déjà vous utilisez Teams, donc quelque part, j'ai pas beaucoup de compassion, quoi. Mais l'info, elle vaut quand même la peine vu le nombre d'entreprises qui utilisent cet outil extraordinaire. Parce que Microsoft a d'abord attribué les launch failures à une anomalie transitoire dans l'infrastructure de service, plaçant les anciens builds du client Teams dans un unhealthy state. Bon, bref, en un mot, c'est pas nous, c'est la faute d'une mise à jour, comme d'habitude. 3 heures plus tard, l'éditeur a identifié la cause réelle. C'est-à-dire qu'on raconte toujours un truc qui va occuper le client, puis pendant ce temps-là, les gens se mettent vraiment à chercher la cause réelle. En fin de compte, c'est juste une régression dans le client build catching système de Teams, introduite par une mise à jour de service. Microsoft a procédé à un rollback complet de cette mise à jour, et les utilisateurs impactés doivent quitter totalement puis relancer Teams pour que la correction se propage. Le périmètre exact en nombre d'utilisateurs et en région n'a pas été communiqué, mais Microsoft a qualifié l'événement d'incident une classification réservée aux dysfonctionnements critiques à impact visible. C'est un épisode qui s'ajoute à une série récente de régressions côté Microsoft, correctif classique à Outlook le mois dernier, out-of-band update sur les C9 avec compte Microsoft, et les patchs d'urgence sur des domaines contrôleurs Windows Server en boucle de redémarrage. En parlant de série de mises à jour out of band, Microsoft a sorti une série qui permet de corriger 2 dysfonctionnements majeurs survenus après le déploiement des correctifs de sécurité d'avril 2026, le fameux Patch Tuesday. Le premier problème concerne des échecs d'installation de la mise à jour de la KB 508.2063 sur certaines machines Windows Server 2025. Le second, plus critique, va provoquer un restart loop, c'est-à-dire que vous allez rebooter en permanence, sur des domaines contrôleurs. Donc, en raison de crash du processus Local Security Authority Subsystem Services, le LSA2S, et Microsoft précise que les domaines contrôleurs non global catalog opérant dans des environnements utilisant un Privileged Access Management sont particulièrement exposés, avec un risque accru lorsque le serveur traite des requêtes d'authentification très tôt durant les séquences de start-up, de démarrage. Le scénario peut également se déclencher lors du provisioning des nouveaux contrôleurs. 7 builds, 7 OOB ont été livrés, donc c'est ce qu'on appelle les out-of-band, couvrant Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, 23H2 et 2026, ainsi que les Azure Editions en hot patch. Seule la KB 509.1157 pour Windows Server 2025 adresse les 2 CNO issues simultanément. Les autres versions ne corrigent que la boucle de redémarrage. Microsoft a par ailleurs signalé que certaines machines Windows Server 2025 peuvent basculer en BitLocker Recovery après l'installation de la KB 508.2063. Je vais rester neutre. Mais vous savez qu'il y a des serveurs qui fonctionnent sous Linux et il n'y a pas ce genre de truc. Moi je dis ça, je dis rien. D'après un article publié par Xavier Martin sur l'Internet Storm Center du Sens, l'explosion du volume de CVE, plus de 40 000 publiés en 2024, à un rythme d'environ 110 par jour, dont seulement 5 à 7% exploités dans la nature, rend le triage basé sur le score CVSS insuffisant. Le FIRST propose le modèle d'exploitation Prediction Score System, c'est le fameux EPSS, dont la V3 est en production depuis mars 2023. Contrairement au CVSS, qui mesure la sévérité intrinsèque, l'EPSS répond à une question probabilistique. La probabilité qu'une CVE soit exploitée dans les 30 jours suivant sa publication. Le modèle repose sur un gradient boosted machine learning basé sur XGBoost, alimenté par environ 1400 signaux mis à jour quotidiennement, incluant les exploits database, de la dark web télémétrie, des threat intel feeds, des POC repository et les métadonnées de la base NVD. Le score varie de 0, et il y a 5 zéros après la virgule 1 à 1. First met à disposition une API publique permettant d'interroger le score EPSS d'une CVE. Et Xavier Martins détaille une intégration concrète dans Wazoo via un script Python déclenché sur le groupe d'alerte Vulnerability Detector, avec un enrichissement automatique et mapping en 4 niveaux. Low, Medium, High, Critical, respectivement au-dessus de 0,10, 0,50 et 0,90. C'est hyper intéressant, je vous recommande, c'est vraiment l'article à lire. Ce que je trouve très intéressant avec le PSS,
c'est ce côté de prédiction. Il se trompe pas trop, hein, ça marche plutôt bien. Les résultats de sur l'année dernière étaient plutôt pas mal. Il y a un point que je n'ai pas encore vu, c'est au niveau de l'IA. Parce qu'il faut que les groupes d'attaquants utilisent l'IA. Et est-ce que ça va être pris en compte? Le fait qu'un POC va sortir, qu'automatiquement, ça va être des agents IA, c'est pas des humains, c'est des agents IA qui vont se mettre à chercher la vulnérabilité, etc. Hyper intéressant. On va surveiller ça de près. En tout cas, Xavier Martin a encore fait un super boulot. Et bien voilà, ce 631e épisode se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera toutes les informations utiles et nécessaires. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources et les références qui ont permis de créer ce flash info dans la description de l'épisode et sur le site de radiocesseur.org. D'ici là, on ne réfléchit pas. On patch. Prenez soin de vous. Promis, demain on se retrouve. Je vais juste améliorer un peu le setup. Si vous n'avez pas idée, je suis en train d'enregistrer sur une... je suis dans la voiture. J'ai tiré une rallonge. J'ai réussi à avoir une batterie flow et là, tout est en mode arrache. J'ai la table de mixage à côté de moi. J'ai le PC sur les genoux. Je pense que c'est du grand n'importe quoi. Ça me fait marrer. Moi, je trouve ça hyper marrant. Bon, les gens, quand ils passent dans la rue, ils vous regardent un peu bizarrement. Ils disent qu'est-ce qu'il est en train de faire le mec. Mais il y a le câble qui sort entre guillemets de la batterie. Bon, ça fonctionne au moins. Bon, reste à publier. On va voir si notre ami Starlink fonctionne bien. À tout à l'heure. Ou pas, on verra. Ce sera peut-être l'épisode fantôme.